Alors, salut, ici Hugo Meunier et bienvenue à une autre grande entrevue. Ces derniers temps, quand j'ai l'impression de trop travailler, eh bien, je pense à une personne en particulier pour m'aider à relativiser cet état-là. Et cette personne-là est assise en face de moi aujourd'hui. Bonjour, Mélanie Joly. Allô, Hugo, comment ça va? Ça va très bien. Mélanie, tu es officiellement notre nouvelle bodyguard et notre véritable capitaine Canada, n'en déplaise à Doug Ford, finalement. Comment tu gères ce statut-là? Ben, bodyguard, j'en ai des bodyguards. Oui. Donc, je suis aidée. Écoute, comme ministre des Affaires étrangères, je suis arrivée, j'ai été nommée juste avant la guerre en Ukraine. Ouais. Puis j'ai vu toutes les crises défiler une après l'autre. Et là, ben, on est dans la plus grosse crise de toutes les crises, c'est-à-dire après l'Ukraine, après le Moyen-Orient. Là, c'est mondial, c'est international, ça touche tous les pays, pas juste une région dans le monde, parce que essentiellement, c'est un changement de direction de notre voisin, de notre meilleur ami au niveau international, qui est la superpuissance américaine. Mais, tu sais, tu nous représentes très bien à CNN, tout ça, avec un ton ferme. Merci. Et parce qu'il y a la représentation, il y a la tâche, mais il y a aussi toi comme personne. Est-ce que tu dors tes 8 heures? Est-ce que tu... Ben, c'est vrai que la nuit, des fois, je me réveille en pensant à Donald Trump. Ça arrive. Je pense que je suis pas la seule. D'ailleurs, il y a du monde qui viennent me voir dans la rue puis me disent « Mani, je vais juste te dire, des fois, je fais des cauchemars puis je pense à Trump. » Puis là, même des gens de ma famille, même mon chum, à un moment donné, il était comme « Mel, t'es trop stressée. Là, je vais aller coucher dans le sofa, dans le salon. » Mais non, mais je préfère quand il dort dans le lit. Là. Oui. Ça vous regarde, hein? Je suis tellement contente quand je dors à Montréal, parce que ça, c'est la beauté d'une campagne électorale. Je dors à la maison. Oui. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me motive, c'est comment je pourrais dire? C'est l'énergie de nous protéger, de nous batailler, d'être capable en anglais, je dirais stand-up, de se tenir debout. Je trouve que c'est un moment fondamental parce que si on plie les chines, si on a l'air vulnérable, si on a de l'air faible, ben au final, ils vont nous manger la laine sur le dos. C'est ça qui va arriver. Et Trump et son administration ne respectent que la force. Et c'est souvent un peu une dynamique, une guerre psychologique, une dynamique où essentiellement on doit gérer cette espèce de pression qu'on reçoit, puis en même temps être capable de la transférer pour être capable de se faire respecter. Je trouve ça fascinant. Je pense que ça fait 10 ans que je suis ministre maintenant. Et donc, j'ai vécu beaucoup de crises, j'ai vécu beaucoup de critiques, puis en même temps, j'ai été capable de mener certaines batailles que j'ai gagnées. Puis ça me donne maintenant cette expérience-là d'être capable de gérer une situation qu'on n'aurait jamais prédite. Tu roules ta bosse depuis longtemps. Est-ce que tu le sens sur le terrain, justement, ce côté-là, comme là, tu disais ton chum ou les gens qui vont te voir, mais là, les gens doivent t'arrêter sur la rue pour dire « Let's go, Mélanie, sauve-nous ». Absolument. C'est incroyable. Sincèrement, Hugo, là, j'arrive en fin de semaine. Mon chum vient de Québec, puis j'étais allée voir la belle famille en fin de semaine. Mon beau-frère avait 40 ans. C'était son anniversaire, puis j'en ai profité pour aller voir Joël Lightbaum, notre candidat là-bas, que j'aime beaucoup, puis aussi Jean-Yves Duclos, qui est aussi un de mes bons collègues, puis toute la gang qui se présente à Québec. Et on est allé au Hall de Sainte-Foy, Joël et moi, puis on est allé aussi faire un événement, Jean-Yves et moi. C'est incroyable, la réception, parce que les gens viennent nous voir, puis même avant qu'on aille les voir, là, puis qu'on serre des mains, là, ils viennent nous voir, ils nous parlent de Trump, ils nous parlent de ce qui se passe aux États-Unis. Ils sont inquiets, ça inquiète tout le monde. Oui, ils nous parlent du premier ministre Carney, comme quoi ça les... quand ils parlent, ça les rassure. Ils ont besoin d'être rassurés. Puis ce qui est fascinant avec le personnage qui est Trump, qui est Donald Trump, c'est que l'on soit une personne âgée de 80 ans, où on écoute surtout la télé, ou qu'on soit un Gen Z, où on écoute un podcast d'Urbania, il est toujours dans notre bulle. Il est omniprésent, qu'il ce soit la télé ou que ce soit dans les médias sociaux. Donc, ça fait en sorte que tout le monde reçoit ce message-là, tout le monde reçoit cette menace-là, puis nous, ben, on doit être capable de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire mettre la pression, vraiment, tu sais, puis c'est ce qu'on fait, puis j'imagine tu vas avoir des questions pour moi là-dessus, de la campagne de pub qu'on a lancée aux États-Unis, la façon dont on travaille le Congrès, la façon dont on travaille pour que les Américains mettent de la pression sur l'administration Trump pour les faire reculer. Puis en même temps, ben, c'est aussi de créer des liens de confiance, de trouver des voies de sortie, de trouver une solution diplomatique, parce qu'à un moment donné, comme dans n'importe quelle guerre,
de l'Ukraine en passant par la guerre tarifaire, puis là, je fais pas de fausses comparaisons, là, ultimement, il y a toujours une table de négociation. Ouais. Parce que le conflit finit, puis il faut être en position de force au moment d'arriver à cette table de négociation-là. Fait que c'est pour ça que nous, on prend tous les moyens pour l'être présentement, puis on a aussi besoin de mandats forts de la part de la population pour justement être en position de force. Exact. Mélanie, il y a des médias prestigieux comme Le Monde ou le New York Times qui t'ont consacré des portraits très élogieux récemment. On te présente comme la ministre canadienne qui tient tête à l'administration Trump, ce qui n'est pas rien du tout. Mais comment tu peux gérer, comment on peut prévoir l'imprévisible? Parce que Donald Trump est dur à suivre. Comment tu peux, là, on est en marge, il y a des nouveaux tarifs dès cette semaine dans le secteur automobile. Ça doit pas être évident, là. Mais on peut pas prévoir l'imprévisible, mais ce qu'on peut faire, c'est travailler sur plusieurs options, tu sais. Puis être capable de réagir, puis savoir c'est quoi nos leviers. C'est pour ça que nous, on a déjà des contrats tarifs en place. On en a pour 60 milliards. Quand on dit, bon, on tient tête à l'administration Trump, c'est vrai, Hugo, parce qu'on est les seuls à avoir mis autant de contre-tarifs contre les Américains, mais aussi, on a un plus grand levier que tous les autres pays dans le monde. On est le plus grand client des Américains. Ouais. On achète plus que la France, plus que la Grande-Bretagne, plus que la Chine et le Japon réunis. Donc, on a un impact sur le portefeuille des Américains, bien plus grand que la France par elle-même ou même l'Union européenne par elle-même. Donc ça c'est un. Fait que ça fait mal, ça, vraiment, les comptes tarifs. Puis là, même la campagne, tu faisais référence, dans une douzaine d'États où c'est de rappeler à ces gens-là, ça vous met dans la marde, vous autres aussi, les tarifs, là. C'est intéressant parce que là, même maintenant, Fox News a commencé à faire des reportages sur les tarifs parce que là, on a des grands panneaux réclames, des billboards sur le bord des plus grandes autoroutes du Wisconsin, de la Floride, du Michigan, de la Géorgie, du Nevada. Bref, 12 États qui sont présentement des États du Parti républicain. Ouais. Et la pub qu'on voit, c'est Tariffs are a tax on hardworking Americans. Donc, les tarifs sont une taxe sur les gens, les Américains qui travaillent fort. L'autre pub qu'on a, c'est les tarifs sont une taxe sur votre panier d'épicerie. Puis l'autre, finalement, c'est des tarifs. Les tarifs sont une taxe sur dans le fond, quand vous allez prendre at the gas pump. Donc, quand vous allez faire le plein d'essence. Mais ça, là, c'est bien simple. Puis les Américains, ce qu'ils détestent dans la vie, comme les Québécois, les Canadiens, là, mais pour eux, c'est vraiment important, ils détestent les taxes. Tu sais, il y a une vision où, essentiellement, l'État, il n'y a pas beaucoup de filet social aux États-Unis. Non. Puis l'État devrait pas se mêler de plusieurs choses, particulièrement chez les républicains. Là. Il y a une vision où le marché est plus important que l'État. Et donc, par conséquent, tu ne devrais pas payer de taxes. Fait que quand Trump dit essentiellement les tarifs vont être payés par les autres pays et pas par vous. Ouais. Mais là, quand nous, on leur dit non, les tarifs sont payés par vous. Mais là, présentement, ce que ça crée aux États-Unis, ça fait deux choses. Un, ça crée de la confusion chez les voteurs et les électeurs américains, surtout républicains. Ils sont un peu surpris. Les démocrates sont plus au courant, mais les républicains sont un peu surpris. Deuxième chose, ça crée, comment je pourrais dire, une perte de confiance envers l'administration américaine. Et là, dans les derniers sondages, la dernière semaine, le président Trump, lorsqu'on le demande aux électeurs, qu'est-ce que vous pensez de sa gestion de l'économie, il a baissé de 11 points, donc, ce qui est majeur. Ça marche. Donc, ça marche. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer la pression maximale. C'est pour ça qu'il faut amener aussi d'autres pays, parce que les autres pays ne comprennent pas les Américains comme nous, on les comprend. J'ai aimé l'image que tu as employée, je ne sais plus dans quelle entrevue, du canari dans la mine. Absolument. Dans le fond, nous autres, on est un peu, pour les autres pays, voici ce qui va peut-être vous arriver. Oui, mais c'est ce qui se passe présentement. Donc, nous, on a été les premiers avec la question du fentanyl, qui est sincèrement, c'est un argument absurde. Là. C'est inutile. C'est un faux prétexte. Oui, c'est marginal. C'est un faux prétexte qui a été utilisé par Trump pour, dans le fond, se légitimiser d'utiliser une loi, qui est une très vieille loi, où essentiellement, il pouvait déclarer état d'urgence et donc pouvait imposer des tarifs. Donc, ça, c'est le premier décret présidentiel qui nous touchait. Puis ça touchait nous, le Mexique et la Chine. Ouais. Deuxièmement, il y a eu des tarifs imposés sur l'acier et l'aluminium. Mais ça, c'était sur tous les exportateurs d'acier et d'aluminium. Là, l'Union européenne, c'est
s'est manifesté, dans le fond, s'est joint à nous, puis on a travaillé sur les mêmes contre-tarifs ensemble. Fait que là, on s'est organisé sur l'acier et l'aluminium. Moi, j'étais allée en Europe. J'avais organisé cette espèce de... cette riposte-là avec eux. Trudeau, avant de partir, l'avait fait. Carney l'a fait aussi avec Macron. Donc, c'est ça l'objectif. Puis, on continue de travailler avec l'Europe. Là, il y a eu un 3e décret qui est arrivé la semaine passée qui était sur le secteur de l'automobile. Encore une fois, on travaille avec l'Union européenne. Encore une fois, on travaille aussi avec les Japonais puis les Coréens qui sont affectés et les Mexicains. Mais on est en meilleure position que les autres parce que pour nous, on a beaucoup plus de levier, de leverage, comme on dirait en anglais. Ouais. Puis là, il y en a un 4e décret qui s'en vient cette semaine. Puis ça, c'est la question des tarifs réciproques. Puis ça affecte tous les partenaires commerciaux des États-Unis au monde. Donc, tous les pays qui font affaire avec les États-Unis vont être dans un... Comment je pourrais dire? Ce qu'on entend, là, vont être touchés par des tarifs. Puis là, apparemment, il y a 3 catégories de tarifs. Small, medium, large. Et là, on va voir, nous, dans quelle catégorie on va être. Mais ça va non seulement ébranler les marchés à travers le monde, ça va créer énormément d'inflation, mais en plus, nous, comme pays, il va falloir se poser la question comment on traite nos autres partenaires financiers. On n'est pas sortis du bois. Commerciaux. Écoute, c'est le début. Ça fait 90 jours à peu près que Donald Trump... C'est fou raide, hein? On dirait que ça fait 10 ans qu'il est là. Oui. Mais il a été là, il est revenu, puis il a eu le temps de penser pendant 4 ans à ce qu'il voulait faire. Tu l'as évoqué tantôt, Mélanie, sur, il y a des représentations que tu fais depuis quand même longtemps. On sent que tu travailles là-bas auprès... J'imagine que tu t'en vas pas convaincre les démocrates qui sont déjà de ton bord. C'est les républicains qu'il faut convaincre. En fin de semaine, je parlais encore à Tim Kaine, qui est un républicain qui a déposé un projet de loi sur la question des tarifs canadiens, de son propre gré. Okay? Lui, il a fait ça. Il y en a-tu du républicain, genre sensé, qui fait ça n'a pas de bon sens, tu payes pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que les républicains, à la base, ce sont des gens qui croient au libre-échange. Oui. Fondamentalement. Et surtout, il y a beaucoup de républicains qui sont des sénateurs à côté de notre frontière. Et il y a beaucoup, beaucoup de leurs fermiers, agriculteurs, gens d'affaires qui font affaire avec le Canada. C'est pour ça qu'on est le plus grand partenaire commercial aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est une grande, grande, grande économie. Mais fondamentalement, c'est composé de plein de petites économies. Les gens là, qui vivent en Idaho, là, au Dakota du Nord, là, ou dans le Maine ou New York, là, c'est plus facile de vendre à Montréal ou en Alberta ou à Winnipeg que d'envoyer des trucs à New York ou à Los Angeles. Nos liens commerciaux sont beaucoup nord-sud. Puis on s'est intégré comme ça depuis des décennies. Là, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'intégrer plus est-ouest. Comme la création de notre pays. Notre pays a été créé parce qu'on ne voulait pas devenir d'Américains. Puis on était préoccupés. À fur et à mesure, on allait, dans le fond, le Manitoba se joignait au Canada, on a créé la Colombie-Britannique, etc. On a voulu créer cette infrastructure-là qui était un grand train qui nous reliait parce que c'était une façon d'opérer aussi commercialement parlant. Parce que le réflexe, c'était toujours cette relation de dépendance par rapport aux États-Unis. Mais là, nous, on doit recréer ça maintenant. Oui, puis on est pas mal plus loin de l'Ouest canadien que de bien des États voisins américains. C'est tout casser ces liens-là, j'imagine. Ben, je ne dis pas que casser, mais comme il faut juste repenser. Ouais. Puis on est le pays non européen le plus européen. Ouais. Puis on a toujours été proche de la Grande-Bretagne. Puis là, on est aussi, surtout avec le Québec, proche de la France. On doit être plus proche de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. C'est une grosse semaine, Mélanie. Tu vas prendre une petite relâche de ta campagne électorale parce qu'on l'oublie, mais on est en élection. Oui. Et tu t'en vas à une réunion de l'OTAN. Oui. Si je me trompe pas... J'aime ça quand tu dis petite relâche. Oui, ben tu t'en vas 3-4 jours. J'ai l'impression que là, chez Urbania, je posais de rire, mais tu me poses juste des questions je suis sérieux, hein? Sérieuses, oui, en effet. Ben, parce que c'est sérieux quand même, tout ce qui se passe absolument. là. Puis notre clientèle est aussi préoccupée que les autres. Non, mais je comprends. Bon. Tout à fait. Marco Rubio, je pense que ça va être une première rencontre avec ton homologue américain. Vous connaissez, là. Oui, j'ai rencontré Marco Rubio. En fait, j'étais allée de façon
J'avais une rencontre secrète avec lui au mois de décembre. Je pense que c'était comme le 12 décembre. Avant même qu'il soit confirmé par le Sénat, parce que je voulais apprendre à le connaître, parce que je trouvais que c'était important, justement, parce qu'on allait travailler beaucoup ensemble. Puis le Canada, cette année, on préside le G7, donc je voulais comprendre qu'est-ce qu'il y avait en tête. Tu as déjà mis la table là, avec un ton ferme. Tu as dit c'est ça. Puis là, éventuellement, on s'est rencontrés. Je suis retournée le rencontrer de façon officielle juste après sa confirmation en janvier. Après, je l'ai revu... je l'ai revu à Charlevoix. Mais je l'avais vu à Munich, en fait. Je l'ai revu à Charlevoix, puis là, je vais le voir à l'OTAN. Et on se parle au téléphone assez souvent. C'est assez une relation d'affaires névralgique et importante, ça. Fondamentale. Ouais. Parce que, comme je le disais tantôt, il faut tout le temps en diplomatie que tu sois capable d'avoir des canaux de communication. Ouais. Faut que tu sois capable de dire les vraies affaires. Au-delà de la rhétorique, puis au-delà d'être devant les médias, il faut que les conversations difficiles aient lieu. Puis, mettons que tu as une discussion constructive avec ce gars-là. Est-ce qu'après ça, il s'écrase devant le personnage de Donald Trump? Est-ce qu'ils sont capables quand même il doit y avoir une partie spectacle de Donald Trump versus l'humain? Est-ce qu'il y a moyen de raisonner avec cet homme-là? Il y a une seule personne qui décide dans son administration, c'est Donald Trump. Ouais. Tout le monde essaie de l'influencer, mais Rubio est un très bon politicien qui a beaucoup d'expérience, qui est très aimé par les sénateurs, puis par la base républicaine. Fait qu'il y a quand même il y a quand même une influence. Ouais. Mais c'est pas le seul décideur. En fait, il n'est pas un décideur, c'est Trump qui l'est. Donc, il faut que je parle avec Rubio, mais que je parle avec d'autres sénateurs, que je parle avec d'autres gens d'affaires. Et c'est ce que Carney et moi, on fait beaucoup. Ouais. Et on parle à beaucoup de personnes qui sont autour de Donald Trump. Puis aussi, il y a Dominique Leblanc qui parle particulièrement aussi à... Quand même. Oui, c'est ça, Howard Lutnick, qui est le secrétaire au commerce. Tu as l'air d'un poisson dans l'eau aux affaires étrangères. Et j'ai quand même été surpris d'apprendre dans le New York Times que... Je pense que t'as pas comme décliné la job au début ou tu tenais pas tant que ça, là. Ben non, mais moi, au départ, je voulais être au commerce. Parce que moi, je suis une personne d'affaires. J'avais été au patrimoine, j'avais fait les langues officielles, j'avais présenté aussi un projet de loi qui a transformé aussi notre approche par rapport au français pour protéger le français davantage. Pour moi, tu sais, je trouvais que j'avais fait beaucoup au niveau identitaire et comme francophone, j'étais fière du travail que j'avais mené. Puis là, ben c'était après la pandémie, en 2021. J'avais été ministre du Développement économique. J'avais géré toutes les agences de développement économique régional qui viennent en aide à toutes les régions. Puis là, je me disais, OK, on est après la pandémie, il faut rebâtir. Il faut rebâtir notre économie. Et que moi, j'avais en tête de créer un grand plan de match pour rebâtir notre économie. Mais le premier ministre Trudeau avait un autre plan de match pour moi. Puis entre-temps, je dois dire que j'avais fait beaucoup de tentatives de fécondation in vitro. Ouais. Puis j'étais rendue à ma 8e tentative. Puis là, ben j'avais encore quelques embryons qui restaient. Puis ça m'inquiétait beaucoup de me lancer à l'international. Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit, sincèrement, si je suis au commerce, je vais pouvoir rester à la maison puis je vais pouvoir tomber enceinte. Mais ça ne pourra pas être le cas si je suis, dans le fond, si je m'en vais à l'international. Ouais. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée enceinte et je suis au même moment où je suis devenue ministre. Fait que ça a été très, très difficile. Éventuellement, malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Mais ça a été... après, je me suis posé la question, est-ce que je veux rester aux affaires étrangères? Est-ce que je fais... Puis j'ai fait des scans au Vietnam pour voir si mes trompes de Fallope fonctionnaient. Puis après, je me suis retrouvée à faire... à aller à la pharmacie de l'OTAN acheter des hormones pour être capable de... disons que c'était assez intense, là. Fait que c'est ça, mais finalement, je suis pas tombée enceinte, mais j'ai 42 millions d'enfants au Canada, j'imagine. On est tous tes enfants. J'essaie d'être en paix. Avant, Hugo, on me posait les questions là-dessus, je partais à pleurer. Ouais. Mais là,
En tout cas, bref, on va voir qu'est-ce qui se passe après. Ouais. Là, le premier ministre Carney m'a gardé dans mes fonctions. Puis j'aime beaucoup, beaucoup la diplomatie, mais je suis capable de relever plein de défis, là. Oui. Puis je pense que aussi, tu as fait une sortie sur ta fausse couche l'an dernier dans des médias. Ouais. Puis je pense que tu voulais aussi montrer la réalité des femmes versus peut-être les hommes sur le choisir entre une carrière prenante et versus la maternité. C'est parce que j'essaie d'humaniser le tout. Mm-hmm. Tu sais, des fois, on a cette image-là des politiciens qui sont difficiles d'accès, qui sont à l'international. Puis là, ça devient, comment je pourrais dire, quasi des intouchables. On est tous des êtres humains. Oui, c'est ça. Puis moi aussi, ce que j'essaie de faire, c'est attirer plus de femmes en politique. Je suis inquiète par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. J'ai souvent mentionné, mais je pense que comme petite fille, j'ai grandi en pensant qu'il fallait juste travailler fort, il fallait juste se battre pour que nos droits progressent. Puis que ça allait être dans le cours des choses que, justement, il allait avoir un progrès. Mais là, ce que j'ai vu au cours des 10 dernières années, puis particulièrement des 2 dernières années, c'est qu'il faut se battre pour nos droits acquis comme femmes. Et ça m'inquiète énormément. Puis je vois beaucoup de femmes autour de moi qui sont en politique, qui sont épuisées, qui trouvent ça difficile, la critique, qui trouvent que le sacrifice en vaut pas la peine. Puis moi, je me dis, mais oui, mais si on n'est pas au combat, si on n'est pas là à prendre notre place, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est pour ça que je me motive aussi. Mais, tu sais, c'est ma passion, la politique aussi. Ouais. Mais je pense quand même qu'on a un rôle à jouer pour justement faire en sorte que notre société, elle puisse représenter les droits de, tu sais, comme tous les hommes, les femmes, la majorité et les minorités. Bref, qu'on ait une cohésion sociale. On sent quand même, hélas, un vent contraire. Tu sais, je veux dire, c'est triste de dire ça, mais en 2025, est-ce que les gens sont prêts pour des femmes en politique? Après Kamala Harris, tu évoquais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont lâché, épuisées, qui se font varloper ces réseaux sociaux. Il y a 2 courses à la chefferie présentement. Il y a pas de femmes. Moi, je suis sur la base de l'élan d'amour que je reçois puis que j'ai reçu... soit dans une petite quartier-ville, quand je vais à Toronto, à Québec en fin de semaine, je pense que oui, absolument. Mais je pense aussi que on est dans un moment où il y a comme une tournée un peu plus vers la droite et il faut être capable d'avoir un ton ferme sur certaines choses, être capable parfois de faire preuve d'empathie, mais des fois aussi être capable de monter au front. Puis... je pense que les femmes, on est capable d'avoir cette spectre-là, cette capacité-là d'être sur plusieurs niveaux. Mais c'est sûr que la job est plus difficile, Hugo. Là. Elle est plus difficile qu'il y a 10 ans. Ouais. Mais quand je me suis présentée à la mairie de Montréal, là, c'était, écoute, là, les remarques, la couverture médiatique, c'était très difficile. Là. Il y avait comme beaucoup de misogynie, beaucoup de critiques. Et là. tu sortais complètement de nulle part, là, tu sais, pour prendre Absolument. une Puis analogie. j'avais comme... Les gens disaient que j'avais pratiquement pas le droit de me présenter, tu sais. Mais... c'est là qu'on t'a découverte quand même. Oui, ben apparemment. Oui, Puis après, j'ai eu des bons moments. Après, ça a été plus difficile durant la crise Netflix. Ça a été difficile. Ça a été comme... En fait, de toutes les périodes de politique, ça a été la plus difficile. Moi, je trouve que ce que je vis présentement en politique, ce qu'on vit, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les gens sont intéressés par la chose politique. Ils voient à quel point... Au-delà, tu sais, de cette espèce de sentiment de dire « Oh, nos politiciens, là, tu sais, sont pas importants. » Non. Là, on le voit à quel point la démocratie, c'est important. Le débat d'idées respectueux, c'est important. Le respect comme de la règle de droit, c'est-à-dire là, que chaque fonction de notre système, c'est-à-dire... autant la Chambre des communes, l'Assemblée nationale, par rapport aux tribunaux. Tu sais, c'est un équilibre. C'est que la menace est tangible. Fait que les gens voient que c'est plus juste une game politique qui ne concerne pas. Là, donc, puis pour les plus jeunes, pour qui, des fois, voter, c'était comme pas nécessaire. Ouais. Là, le vote a un impact. Les gens qui ont voté pour Donald Trump, là, aux États-Unis, ce sont des bonnes personnes, là. C'est pas des mauvaises personnes, là. Puis est-ce qu'ils avaient voté pour tout ce qui était proposé? Donald Trump n'a jamais parlé d'annexion du Canada, là, durant... Non, il n'a pas fait sa campagne là-dessus. Absolument pas, là. Mais quand tu votes pour quelqu'un, tu donnes un droit d'agir. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu te permettes de décider, bon, ben OK, est-ce que je donne le droit d'agir à cette personne-là ou non? Est-ce que je lui donne un chèque en blanc en n'y allant pas voter, là, tu sais? Parce que quand ultimement,
tu votes pas. Ce sont que des groupes très, très organisés qui peuvent prendre le contrôle. Puis les groupes très, très organisés, ben du côté de la droite, il y en a plein, là. Le mouvement anti-femme, le mouvement anti-avortement, le mouvement de promotion de l'utilisation des armes à feu, les mouvements très religieux, tu sais, ils sont très organisés. Ouais. Fait que c'est pour ça que je pense que les Québécois, les Canadiens, on ne doit pas prendre pour acquis que, dans le fond, les choses se passent comme elles se passent. Non, c'est ça. Les choses se passent parce que tu as des gens qui ont des valeurs, qui ont des idées, qui s'organisent, puis après, ben ils vont voir des groupes pour les aider à soutenir, mais au final, si on est capable d'avoir une voix forte au Québec, puis à la table de décision, c'est parce qu'on... Ben là, je vais être très personne, mais on vote pour le Parti libéral. Là. Je pensais que tu allais dire les conservateurs, mais bon. Non. Ta loyauté envers Justin Trudeau a toujours été indéfectible. Avant même d'être en politique, tu étais dans un comité pour justement un peu penser à sa chefferie et tout ça. Ça remonte à quand, vous deux? Sais-tu qu'on a déjà été probablement au même mariage? J'ai été, moi, au mariage de Justin. Ah ben pas moi. Non? Non. T'avais pas été invité? Non, je ne connaissais pas Justin. Ah non? Moi, je connaissais Alexandre, et je connais toujours Alexandre, son frère. Moi, je t'ai pas invité non plus, là. C'est que mon boss, il était jaloux. C'est une vraie histoire, là. Ouais. Mon boss était fru qu'il ait donné l'exclusivité de son mariage à la semaine. Puis il a dit, c'est pas vrai que la semaine va nous scooper. Fait que là, j'étais allé chez Classy, j'ai loué un côte à queue, j'étais allé. T'étais à la presse à l'époque? Oui, puis Justin, apparemment, là, selon la légende, il avait écrit à mon boss, il a dit, votre photo est meilleure que celle du gars de la semaine. Fait qu'il avait envoyé laminé. Mais on me voit lancer des confettis. Finalement, le couple n'a pas marché. Là. Les vœux de promesses de bonheur éternel se sont pas avérés. Oui, non, mais je me suis impliquée en 2012 avec lui. C'est là que j'ai connu aussi Jerry Butts puis Katie Telford qui sont devenus ses chefs de cabinet. Puis j'ai connu, dans le fond, beaucoup des députés puis de ministres qui sont encore là. Ouais. Après, je me suis lancée à la mairie de Montréal. Puis après, ça a été difficile de décider de dire « OK, non, je m'en vais au fédéral. Parce qu'à l'époque, je voulais rester à la maison. Je voulais être capable de faire de la politique municipale parce que je me disais, je vais aller avoir des enfants. Je me disais qu'aller au fédéral, ça allait être difficile. Tu allais te contenter d'un petit poste de mairie à la mairie de Montréal. Non, mais je me disais, je vais peut-être être chef d'opposition à la mairie de Montréal. Quelque chose comme ça. Là, pas à la mairie, mais bref, dans l'administration municipale. Mais éventuellement, on m'avait vendu l'idée que ça serait possible de faire cette conciliation-là, blablabla. Puis finalement, je me suis lancée. Puis écoute, à l'époque, on était troisième partie, là. On n'était pas... La première fois que je t'ai rencontré, on a visité les shops Chabanel, puis quelle ascension depuis... Mais j'étais comme, elle veut. Tu prenais ça full à cœur. T'allais voir les gens du textile. Chabanel, très important. Oui, très important. Écoute, de quoi qu'on va se rappeler de Justin Trudeau, à part la légalisation du pot puis des outfits malaisants en voyage? Là? Bon, ça, c'est juste sur Bagna puis Hugo Meunier qui pose cette question-là. Les vraies questions. Moi, je pense que... Il y a deux choses. Il y a des grandes politiques comme l'allocation canadienne pour enfants qui ont changé le soutien aux familles, au pays. Je pense aussi une plus grande protection de l'environnement, aussi un plus grand respect aussi des peuples autochtones, la réconciliation. Mais ultimement, ce qui façonne les politiciens et notre époque, ce sont les événements. Puis la pandémie a été, veut pas, un grand moment pour notre gouvernement à l'époque. Puis tous les gouvernements qui sont passés à travers la pandémie, que ça soit en Angleterre, que ça soit en Allemagne, en France, en Inde, ça a été difficile après. On a beau critiquer la PCU, ça a permis à des gens de garder la tête en dehors de l'eau. Je pense qu'on a été capable de sauver beaucoup de vies. Puis on a été capable aussi d'empêcher beaucoup de faillites. Mais ça a été une période très, très difficile. Puis après les conséquences de la pandémie, pendant 2 ans, les gens à peu près se sont pas parlé. Ils ont été séparés les uns des autres. Il y a comme eu... On s'est retrouvés à se parler beaucoup en bulle d'algorithme. Puis je pense que ça a créé fondamentalement un schisme dans notre société. Et là, jusqu'à temps que Donald Trump arrive, et avec son arrivée vient une menace existentielle contre le Canada qui nous a unis. Tu reviens beaucoup sur l'expression menace existentielle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que c'est l'existence de notre pays qui est en jeu. Et non seulement ça, c'est notre économie, puis l'avenir de notre économie telle qu'elle est présentement. Parce que
les tarifs de Trump vont avoir un impact sur les emplois au pays. Il va avoir un impact sur l'inflation. Tu sais, pour nous, si on ne résiste pas présentement, ça va être complètement, en anglais, je dirais baked in. Ça va être pris pour acquis. On n'aura plus jamais accès au marché américain comme on a eu accès. On n'aura plus jamais cette possibilité d'échanges commerciaux. Il y a une occasion là, c'est là ou jamais. Ouais. Parce qu'après, sinon, les tarifs vont être mis en place. Et là, tout va coûter plus cher, de 20 à 25 %. C'est énorme. Puis il va y avoir des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être perdus. Puis notre dollar peut aussi diminuer. Donc, entre-temps, ce qu'il faut faire, c'est riposter. Puis aussi, ce sur quoi, moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec le premier ministre Carney là-dessus, c'est un plan de match pour être capable d'investir dans nos secteurs économiques ici, là, dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur... Tu sais, pour, au final, qu'on soit maître chez nous, qu'on soit capable d'avoir des jobs basés sur notre demande ici, mais on va pouvoir exporter aussi en Europe puis en Asie. Puis en même temps, tous les pays sont en train d'investir plus en défense. Là, à chaque fois qu'on investit en défense, nous, on achète des Américains. Là, c'est assez. Il faut être moins dépendant, il faut créer des emplois ici, il faut être capable que nos compagnies ici sont capables d'être dans le domaine de la défense. Et, tu sais, tu peux avoir les deux. Là. Tu peux avoir du civil puis de la défense dans ces compagnies-là. Tu sais, Bombardier peut faire des deux, là, par exemple. Là, bref, il y a plein d'autres exemples partout à travers le pays. Davy, par exemple, fait des brise-glaces à Québec, mais il pourrait aussi en faire plus au niveau de la défense. Un peu des deux. D'ailleurs, on t'a vu avec ton outfit un peu militaire pour la t'es un peu... quand même martial, là. On a senti... Non, pas martial, là. T'es comme notre Che Guevara locale. Ah oui, merci. Non, je pense que c'était toi, Hugo. Oui, faut pas se tromper. Faut pas que tu fasses de projection sur moi. Non, tu as raison. Quand que Justin a annoncé sa démission, il y en a beaucoup qui t'ont vu comme potentiel successeur. J'en suis. Le New York Times aussi. T'as dû y penser quand même? Oui, j'y ai pensé. C'est sûr que j'y ai pensé. Ça a été une décision difficile, mais ce qui est arrivé, c'est que Dominique Leblanc et moi, le ministre, à l'époque, il était ministre des Finances. Là. Maintenant, il est au commerce international. On s'est rendu à Mar-a-Lago rencontrer Howard Lutnick, qui était le secrétaire au commerce, qui est le secrétaire au commerce, et Doug Burgum, qui est le secrétaire à l'énergie. Puis on a eu une conversation de 2 heures avec eux, à peu près le 27 décembre. Trudeau, à l'époque, n'avait pas encore remis sa démission. Non. Et une conversation où je me suis dit, je suis sortie de là, puis j'ai fait « Oh my God ». Moi, j'ai vu un peu d'avance qu'est-ce que les gens voient maintenant. Puis je me suis dit, c'est sûr que je peux me présenter à la chefferie, mais là, présentement, la menace est là. Puis est-ce que, comme ministre des Affaires étrangères, je décide, tu sais, est-ce que ça me tente de me présenter à la chefferie puis d'être la première femme en charge du Parti libéral du Canada? Oui. Mais est-ce que je suis prête à laisser tomber mes fonctions de ministre des Affaires étrangères à un moment clé dans la relation avec les États-Unis? Non. Puis je peux pas faire les deux. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé. T'étais plus utile là. Bien, à court terme, parce que c'était là. Puis en effet, les premiers tarifs sont arrivés. Pas longtemps après, là. Bien, le 20 janvier, moins d'un mois après. Puis là, après, ça a juste continué. Donc. T'avais déjà un feeling que ça allait pas dans le bon sens, mais quand même. Je trouve que votre réaction à Montebello avait l'air tout à fait vraie. Là. Vous étiez comme un peu sous le cul, là, un peu, vous étiez réunis d'urgence, mais tu sais, c'est... Oui, à l'époque, quand on a fait le G7 et tout, là. Ah, tu veux dire à Montebello? Oui, OK, oui, absolument. Ça avait l'air d'être un choc. Absolument. Tout le monde pensait que ça serait un peu balayé, puis tout ça. Oui, absolument. Puis là, on s'est rendu compte... Ben, moi, je m'en étais rendu compte à Mar-a-Lago. Oui, t'avais déjà une couple Trudeau d'indices, avait là. eu, c'est ça. Mais je me rendais compte aussi que mon gouvernement gérait Trump comme il l'avait géré lors de son premier mandat. Puis dans ma tête, je me disais, c'est pas comme ça qu'il va être, Puis plus que ça, il faut le gérer différemment. C'est le Trump 2.0. C'est le Trump 2.0 qui n'a rien à perdre, qui a 78 ans, qui est prêt à dépenser beaucoup de capital politique pour arriver à ses fins et qui veut transformer l'État américain. Est-ce que je suis d'accord avec lui sur plusieurs choses? Absolument pas. Mais est-ce qu'il a une vision? Hugo, il en a une. Donc, nous, il faut juste prendre acte de ça. Puis après, sur cette base-là, on prend nos propres décisions. Fait que c'est ça qu'on ferait présentement. Puis je pense que c'est comme ça
Carney aussi a été capable de se positionner dans son premier appel avec Donald Trump. Ouais. C'est-à-dire, on comprend ce que vous faites, on n'est pas d'accord, mais on le respecte. Puis en même temps, ben nous, on va imposer des contre-tarifs. Puis nous, on va se défendre. Puis après les élections, ben on se parlera. Ouais. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut agir. Oui. Tu t'es finalement rangé derrière lui, Mark Oui, Carney. oui. C'était la première ministre à l'issue. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être la personne que tu veux traîner avec dans un party. On le connaît pas bien, bien. Qu'est-ce que tu vois en lui qu'on n'a peut-être pas vu encore? Écoute, veux-tu que je l'amène à un de tes parties? Ben, il n'est pas le, tu sais, mettons, il est un petit peu moins charismatique que son prédécesseur, on peut dire. Mais qu'est-ce que tu vois qu'on voit peut-être pas encore, on le connaît pas encore assez? Ben, moi, je trouve que, tu sais, je parlais tantôt à quel point les événements façonnent la politique. Ben là, on est dans un moment où on a besoin de quelqu'un qui connaît l'économie puis qui a géré des crises. Puis lui, c'est un grand économiste, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Grande-Bretagne, qui a géré la récession de 2008, qui a aussi géré le Brexit en Angleterre puis toutes ses conséquences financières. Ouais. Puis en même temps, bon, il y a de l'expérience dans le milieu des affaires. Puis je pense que nous, au Parti libéral du Canada, ce qu'on a besoin, c'est de remettre l'accent sur l'économie. On a travaillé beaucoup sur les programmes sociaux. On a travaillé beaucoup sur le filet social. Puis l'époque dans laquelle on était, qui était une époque très pacifique, nous permettait ça. Mais là, on est dans une époque de guerre tarifaire, sur tension, sur un fond de tension géopolitique. Puis là, ben, on doit avoir une approche différente. Et c'est pour ça qu'avoir Mark Carney, qui est un gars qui arrive avec l'expérience nécessaire pour gérer non seulement Trump, mais aussi les conséquences économiques de Trump, ben, c'est important. Puis entre-temps, ben, il y a une bonne équipe de ministres qui ont beaucoup d'expérience. Puis c'est la première fois que tu as le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères qui viennent du Québec en plus, avec un premier ministre qui vient de l'Alberta. Mais en tout cas, bref, à date, ça marche bien. J'ai entendu une rumeur. Il paraît que tu es l'espèce de coach de vie de Mark Carney au Québec. Le cours Québec 101, c'est toi qui le donnes. T'es en train de mélanger après la tutrice française. Ça se peut-tu? C'est du français, là, c'est rendu coach de vie. C'est vrai que je fais un peu de pilates ce matin. Non, mais tu l'aides un peu à percer ici. C'est-tu vrai ou t'aides un peu de conseillère, mettons? Mais c'est sûr que pour moi, c'était fondamental que Mark Carney respecte ce qu'on avait fait en matière de langues officielles puis de protection du français. Ouais. Puis aussi, ce que j'avais pris comme position sur différents sujets, dont en lien avec l'Ukraine, le Moyen-Orient, tout ça, parce que c'était mon leg. Quand on s'est assis puis il voulait mon appui, ben, j'étais comme, OK, parfait, mais c'est quoi tes positions sur tous ces sujets-là? Parce que je voulais m'assurer qu'on soit raccord, comme on dit en bon québécois. Puis c'était le cas. Donc c'est ça. Maintenant, Mark a travaillé pendant des années en Angleterre, aux États-Unis, au Canada anglais. Donc, il n'a pas pratiqué beaucoup son français, mais il parle français. Il parle mieux quand on est un à un qu'en grand groupe. Il y a un bon vocabulaire, il y a des références sur le Québec, mais il y a plein de comment je pourrais dire, de petites nuances que quand on n'a pas vécu au Québec, on ne peut pas comprendre. Ça, j'ai beaucoup de conversations avec lui aussi là-dessus. Tu as critiqué, avec raison, le fait de charger pour une participation au débat des chefs à TVA. Oui, ça n'a pas de bon sens. Sauf que les détracteurs disaient c'est parce que son français, il est poche, mais dans le fond, c'est le principe de payer. C'est sûr, c'est le principe. C'est le principe parce qu'on sait que les médias, présentement, sont en crise. Puis, à partir du moment où ils sont en crise, est-ce qu'ils vont commencer à charger pour développer du contenu, même en campagne électorale, même pour tenir un débat? Ça n'a pas de bon sens. Là. Même là, en entrevue, là, Urbania pourrait me dire « Non, Mélanie, tu viens faire le podcast, mais... » je vais donner ta facture tantôt. C'est 2000 $. Je ne verrai pas. C'est ça. Donc, pour moi, ça, c'était une question de principe. Ouais. Maintenant, on peut avoir une conversation comment aider les médias. Est-ce que le gouvernement fédéral devrait utiliser une partie de son budget de publicité pour acheter local et acheter auprès de nos médias canadiens de la publicité? Je pense que oui. On devrait le faire plus. L'Ontario le fait. Ça a aidé le Toronto Star, ça a aidé d'autres journaux fondamentaux, là, tu sais. Ouais. On a aussi une plateforme qui s'en vient sur CBC Radio-Canada pour protéger notre radiodiffuseur public. Moi, je pense que c'est sain d'avoir des médias avec lesquels, sincèrement, je ne suis pas toujours d'accord, là,
Puis des fois, il y a des maudites questions qui me tapent sur les nerfs. Pas encore. Non, là, ça se passe bien quand parce même. que tu étais avec un pro aussi. Là. Oui, c'est ça. Là. Mais il y a 3 contre-pouvoirs contre le gouvernement, contre l'exécutif. Puis on le voit aux États-Unis, là, ces 3 contre-pouvoirs-là sont testés. Là. C'est le législatif, donc le rôle pour nous, la Chambre des communes ou l'Assemblée nationale, pour eux, le Sénat, puis la Chambre des représentants, donc le Congrès. La deuxième chose, c'est le système judiciaire qui est testé aux États-Unis. Nous, je pense ici, il est somme toute très rigide, mais quand on utilise la clause préventive, de façon préventive, la clause non-obstant, ça me préoccupe. Puis troisièmement, c'est le pouvoir médiatique. Ce sont les médias. Puis on n'a pas de démocratie s'il n'y a pas de médias, s'il n'y a pas de journalistes qui font leur boulot. C'est pour ça que moi, je pense qu'on doit faire plus là-dessus. Il y a quelque chose qui s'appelle l'usure du pouvoir. Tu sais, ça fait trois mandats que vous êtes là. On vous déclarait quand même assez mort, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Les conservateurs allaient très bien. Là, Poilievre a perdu son mojo. Mark Carney, quand j'ai vu je ne sais pas si c'est par Twitter, sûrement pas, là, le réseau social de Trump qui a dit... bon, j'ai parlé avec Mark Carney, super bon gars, tout ça. Moi, je me suis dit, ça y est, ça vient de s'éteindre. Ils viennent de gagner. Donc... Il vous aide un peu, Donald Trump. Là, aïe. Non, mais dans le sens que... Ça, c'est un gros mot. Il nous aide. Il aide votre parti. Il va probablement repasser votre parti grâce à ça. Je sais pas. Il peut se passer encore plein de choses. Il y a 3 semaines qui restent, Hugo. Là, donc, on est dans un moment très, très, très imprévisible. Là. Imagine, là, ça fait juste... Comme je disais, à peu près 90 jours que Trump est au pouvoir. Au mois de décembre, là, jamais on pensait que ce qui se passe présentement... Ça peut revirer vite. Tu l'as dit, ça au devoir. Tu as dit, on peut pas s'asseoir là-dessus. Là. C'est un gars... on peut rien prendre pour acquis. Ouais. Puis c'est ça. Puis en même temps, Donald Trump va faire ce qui est bon pour Donald Trump. Nous, on va faire ce qui est bon pour nous. Dans une récente chronique virulente, Joseph Facal vous reproche de faire une grosse campagne d'intoxication idéologique en ramenant toute la question de l'urne autour de c'est qui la meilleure personne pour affronter Trump, c'est Carney. Alors que Facal, il dit c'est une façon pour vous autres de balayer un bilan bof, dans le sens en termes d'immigration, de finances publiques. Ça n'a pas été, selon lui, là, un grand bilan, mais là, on dirait que là, tout ça est balayé et ça devient un combat pour faire élire la personne qui peut tenir tête à Trump. C'est un peu ça, dans le fond. Bien, c'est ça qui se passe présentement. Fait que je perçois l'impartialité de Joseph Facal dans son analyse. Mais le Bloc québécois ne sera jamais à la table de négociation. Peu importe ce que Facal dit, peu importe ce que Yves-François Blanchet dit. Un point, c'est tout. Puis, il aimerait ça, par contre, là. Ben oui, mais il ne sera pas capable. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être un souverainiste, puis il a décidé que, pour lui, être à la table des décisions à Ottawa, c'était pas important. Je respecte son point de vue, je le partage pas. Mais là, présentement, là, quand moi, j'étais au hall de Sainte-Foy, là, ou quand je suis au Carrefour Laval, ou bien entendu, aux Galeries Normandie, dans le petit quartier. Bien sûr, oui. Les gens, ils sont inquiets de la guerre tarifaire, puis sont inquiets aussi de l'annexion du Canada. C'est une vraie préoccupation, là, c'est ça. Trump, là, quand il parle d'annexion, je sais que tu as dit à l'agacé que tu veux pas tomber dans la politique fiction, puis tu veux pas comme penser à l'évasion, tout ça, que ça se peut, mais on est tout en marde. Ben, je pense qu'on est très dépendant des États-Unis au niveau de notre sécurité. Puis je pense qu'il va falloir repenser notre relation avec les Américains au niveau du commerce, puis ça, tu m'as beaucoup posé de questions là-dessus, mais aussi au niveau de la sécurité. Puis c'est pour ça que Carney a dit, après les élections, il va falloir un nouveau partenariat sur les deux ensemble. Ce qui est important, c'est que... Puis ça, j'ai vraiment donné beaucoup de conseils à plusieurs ministres des Affaires étrangères puis beaucoup de dirigeants dans le monde là-dessus, parce que tout le monde arrive à la table de négociation avec les Américains là, pour essayer de ne pas avoir de tarifs en disant, bien, voici ce qu'on va faire au niveau commerce. Mais je leur ai dit, là, tout est sur la table. Là. Ils ont une liste de plusieurs choses qu'ils veulent de votre pays qui n'a peut-être absolument pas rapport avec le commerce. Tu sais, ça peut être une question de limiter, entre guillemets, la liberté d'expression au Royaume-Uni parce que vous avez mis en place un projet de loi pour protéger contre les nuisances en ligne, contre, dans le fond, l'intimidation en ligne. Puis là, eux, ils voient ça comme
une façon de limiter l'accès de Meta ou de Twitter ou de X, en tout cas, en Angleterre. Donc, c'est incroyable à quel point ils sont prêts à utiliser plusieurs menaces contre les différents pays. Puis notre partenariat avec les États-Unis, il sera plus jamais le même. Notre relation, il y a quelque chose qui est brisé, là. Bien, c'est sûr, parce qu'il y a un manque de confiance. Mais aussi, au-delà de la confiance, là, quand tu regardes là, les relations internationales, tu as du monde qui pense que les relations entre les États-Unis, entre les pays sont basées sur soit la bonne volonté, donc la confiance, etc., relations historiques, ou elles sont basées fondamentalement sur des intérêts. Ça, c'est la réelle politique. Ouais. Bien, écoute, lorsqu'on regarde juste la question des intérêts, bien, les Américains, ce qui les intéresse de nous, ce sont nos minéraux critiques, notre eau. On a 20 de toute l'eau potable au monde chez nous. Ils sont intéressés certainement aussi par notre énergie. Ils sont intéressés, bref, par toutes les ressources naturelles qu'on a. C'est ce bout-là qui est anxiogène. Et c'est pour ça qu'on doit le savoir. Ouais. Puis basé là-dessus, on doit être capable d'agir. En même temps, Hugo, c'est pas la première fois dans notre histoire qu'ils sont intéressés par ça. N'importe qui habite au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sait que les alumineries ont été, à l'époque, bâties par des capitaux américains pour avoir accès à, dans le fond, à toute l'hydroélectricité qui a été construite. Puis là, écoute, la bauxite, là, pour créer de l'aluminium, elle vient de l'Afrique. Elle est envoyée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis après, elle est ensuite, 70 de tout l'aluminium aux États-Unis vient de chez nous. Là. Ouais, quand on a des tarifs sur l'acier et l'aluminium contre nous, c'est absurde parce que essentiellement, les Américains sont dépendants de nous. Après, au fur et à mesure, ça a changé de propriété. Les travailleurs se sont syndiqués. En tout cas, bref, il s'est passé plein de choses. Mais c'est pas la première fois que les Américains sont intéressés par nos ressources naturelles. Nous, il faut juste se faire respecter. Puis il faut juste être capable aussi d'investir plus dans notre défense puis plus dans nos jobs chez nous. Il me reste 2 questions. À part la guerre commerciale, tu gères quand même des estifis de dossiers. Tu as la guerre commerciale, mais il y a l'Ukraine, Gaza, l'Inde, la Chine. Comment tu fais pour... Tu prends un à la fois, Hugo. Oui, mais c'est un peu dans le chemin, là, ce qui se passe aux États-Unis, de gros dossiers. Mais c'est parce que ce qui se passe aux États-Unis a un impact sur tout ça. Ouais. Avant, l'Ukraine a commencé, puis là, invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Ça fait en sorte de créer une grande solidarité entre les Européens, entre les Américains et nous. On a renforcé l'OTAN. C'était un peu comme, je sais pas l'âge d'or, mais c'était vraiment un moment où il y a eu une plus grande unanimité dans notre approche. Et là... Ça, c'est questionné présentement à cause des interventions des États-Unis, mais on va voir. On va voir comment Poutine réagit. Trump a commencé à mettre beaucoup plus de pression sur Poutine pour accepter un cessez-le-feu, puis aussi éventuellement, dans le fond, un accord de paix. Il a même dit la semaine dernière qu'il était prêt à mettre 25 de tarifs sur le pétrole russe qui, dans le fond, passe par d'autres pays parce que présentement, ce pétrole-là est sanctionné. Donc, ça veut dire mettre la pression sur les alliés de la Russie, ce que la Russie ne veut pas voir. Fait que ça, au niveau du Moyen-Orient, là, on espère que le gouvernement Netanyahou et le Hamas, via, dans le fond, leurs différents interlocuteurs, vont pouvoir revenir à la table de négociation. Ouais. Ça, c'est fondamental. On sent bien le support canadien en Ukraine, mais à Gaza, on dirait qu'on ne condamne pas fermement quelque chose qui... Je veux dire, ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau récemment. C'est beaucoup des femmes, des enfants qui sont des victimes. Premièrement, le conflit au Moyen-Orient est d'une complexité immense. Où est-ce que il y a des torts et des biens des deux côtés. Donc, il faut être nuancé. Mais le bilan est disproportionné. Il y a un bilan disproportionné, en effet. Il y a trop de morts qui sont morts à Gaza. Ouais. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que, à cause de la situation humanitaire, on est resté à soutenir UNRWA
contrairement aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a mis énormément d'argent pour on a juste récemment mis 100 millions pour soutenir les besoins humanitaires à Gaza. Mais fondamentalement, le Canada, nous, ce à quoi on croit, c'est une solution à 2 États. Puis c'est pour ça aussi qu'on a mis de la pression en n'acceptant pas des permis d'armes ou des parties d'armes qui se retrouvent à Gaza. Entre-temps, Israël a le droit de se protéger contre l'Iran, qui est une menace. Et aussi, ben, le Hamas, le Hezbollah, toutes les milices iraniennes, les Houthis, ce sont des groupes terroristes selon le Canada. Puis donc, est-ce qu'on va être capable d'arriver à une paix à long terme? Je l'espère. Je suis en conversation sous peu avec l'Arabie saoudite aussi, qui est un acteur clé dans ce conflit-là. On n'a pas les mêmes semaines. Non, mais... Fait que ça, j'espère que ça va pouvoir... on va pouvoir être capable peu à peu de ramener la paix et la stabilité au Moyen-Orient. La Chine, ben là, présentement, ils ont imposé des tarifs contre nous. Donc ça, va falloir gérer ça aussi. Mais j'avais été capable de renforcer un petit peu plus les liens diplomatiques parce que j'étais allée en Chine l'an dernier. C'est la première fois en 5 ans qu'on allait en Chine. Que dans le fond, la ministre des Affaires étrangères allait en Chine. Puis finalement, ben l'Inde... je pense qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé avec l'Inde. Il y a eu une ingérence étrangère. Mais comme dans tout conflit, il faut toujours trouver une solution. Et je pense qu'on va y arriver. OK, je suis convaincu. Tu connais tes dossiers. En terminant, je te cite un passage de l'article du New York Times qui m'a marqué. Tu dis « Ça a été l'histoire de ma vie d'être sous-estimée. Oui. As-tu l'impression d'être prise au sérieux? » Un peu plus maintenant parce que les gens sont inquiets des États-Unis, donc écoutent plus. Mais je prends jamais rien pour acquis, Hugo. C'est pour ça que je viens de te parler, Urbania. Merci d'être passé nous voir, Mélanie. C'est apprécié. Ça me fait plaisir. Merci pour toutes tes questions.